Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de lancement du salon S'expatrier mode d'emploi 2022. Un salon 100% digital, interactif. Et avec nous, nous avons pour cette première Laurence Hagenauer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez pour mission de nous expliquer pendant 1 heure et d'échanger avec les internautes sur la question de l'expatriation. Alors, je vous rappelle que cette conférence est interactive. Vous pouvez poser vos questions sur le petit icône qui est en bas à gauche de la fenêtre de streaming de cette conférence. Vous posez votre question, je les reçois sur la tablette et on s'efforcera à répondre à toutes ces questions, un maximum de questions. Sachez qu'on réserve 15 minutes en fin d'émission pour vous et vos questions. Je crois que j'ai tout dit sur l'organisation. Alors, qui n'a pas rêvé un jour de partir à l'étranger, d'aller travailler, de vivre, d'étudier, de visiter, pour apprendre une langue, découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes, faire plein de rencontres, partir en Europe, partir loin, en tout cas, partir dans un pays de rêve. Et aujourd'hui, avec le digital, ça semble plutôt simple, mais c'est pas si simple que ça. On ne part pas à l'étranger en posant sa valise, n'est-ce pas ? Absolument. Alors, vous avez plusieurs fois employé le mot de rêve, de rêver. En fait, partir à l'étranger, il faut que le rêve devienne réalité et qu'il ne se transforme pas en cauchemar. Et pour ça, il y a un maître mot d'abord, c'est préparer son expatriation. Son expatriation, il faut savoir ce qu'on veut en faire, il faut savoir où on veut aller. Et dès qu'au fond, il faut y réfléchir, il faut savoir aussi comment on part, avec qui, est-ce qu'on part seul, est-ce qu'on part accompagné, pourquoi faire. Donc tout ça, c'est le maître mot vraiment, c'est la préparation. La préparation. Et moi, j'ai quand même une petite question de néophyte. Vous êtes directrice des Français à l'étranger, c'est-à-dire que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a un service qui s'occupe des Français à l'étranger. C'est quoi ce poste ? Alors, exactement. Alors, ce poste, en fait, c'est un poste qui est mal nommé parce que je suis directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Je m'occupe des Français à l'étranger. On va y revenir. Je m'occupe aussi des étrangers à l'étranger. On travaille sur la politique des visas avec le ministère de l'Intérieur. Et je m'occupe aussi des Français en France. On travaille sur l'adoption internationale notamment. Mais les Français à l'étranger, c'est la grande partie de l'activité de cette direction qui fait 500 personnes en France et 2500 personnes à l'étranger. C'est en fait le service public du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est la vitrine. Quand on est Français à l'étranger, eh bien, on s'adresse à son consulat ou à la section consulaire de son ambassade. Donc c'est vraiment l'humain au service des Français. Et donc, quand on est en France, on a un projet d'expatriation, vous êtes, à un moment donné, un interlocuteur central. En fait, nous sommes un interlocuteur d'information. Nous avons sur nos réseaux sociaux, sur le site France Diplomatie, avec notre marque, entre guillemets, France Consulaire, qui en fait partie, sur Twitter, sur Facebook, nous avons l'information que nous fournissons, avec des brochures également, pour permettre aux Français de comprendre ce qu'il faut faire avant de partir. Et puis ensuite, nos consulats prennent la main et ce qu'on fait sur place. Vous donnez sur ce site toutes les informations nécessaires, j'imagine, et puis il y a un petit peu de méthodologie. Alors, vous parlez de France consulaire, c'est une nouvelle appellation. Alors, France consulaire, en fait, c'est deux choses. C'est d'abord un peu la marque consulaire, mais qui évidemment fait partie de la diplomatie française. Et puis, France consulaire, c'est un nouveau service que nous avons mis en place. Et c'est pas si fréquent d'ouvrir un nouveau service public qui, pour l'instant, est sous forme d'expérimentation et qui permet aujourd'hui, dans une dizaine de pays, en fait, d'avoir une réponse à ces questions. Alors, généralement, quand on est déjà à l'étranger, quand on appelle un consulat, parfois c'est compliqué de joindre le consulat parce que les collègues, eh bien, ils sont occupés à travailler, ils ne décrochent pas nécessairement le téléphone. Et là, nous avons mis en place un service qui permet de répondre à toutes les questions générales. De quoi on a besoin pour refaire son passeport, de quoi j'ai besoin pour venir dans ce pays. Donc c'est un nouveau service public qui a été mis en place en octobre dernier. Donc, énormément de personnes au service des Français à l'étranger, des étrangers à l'étranger qui veulent venir en France, mais aussi des Français qui veulent s'expatrier. Donc, une marque, France Consulaire, des services. Alors, mais concrètement, voilà, imaginons, je veux partir à l'étranger, je ne sais pas trop, j'ai une idée, par exemple, allez, pas très loin, dans un pays d'Europe, l'Italie, ou alors, je ne sais pas, aux États-Unis.
Quelles sont les démarches que je dois faire? Qu'est-ce qu'il m'attend? C'est ça, je sais que vous savez. Alors d'abord, il faut, encore une fois, je répète, préparer. Donc il faut réfléchir à son expatriation. Il y a les données de base. Est-ce que je suis un étudiant? Si je suis un étudiant, je dois me renseigner sur l'équivalence des diplômes. Savoir ce dont je vais avoir besoin comme visa. Ça, c'est très important parce qu'en fait, la règle essentielle, c'est que, et je vais dire une tautologie, à l'étranger, on est à l'étranger, on n'est pas en France. Et donc ce qui s'applique, c'est évidemment la loi du pays. Donc il faut être en règle avec le pays. Donc il faut vérifier tout ce dont on a besoin pour arriver dans le pays, le visa, le titre de séjour. Ensuite, cette vérification, concrètement, ça se fait auprès de France Consulaire Alors, du en service... fait, ça se fait sur le site France Diplomatie, qui présente dans ses conseils aux voyageurs, qui est le site public le plus visité de France, qui présente des données sur chaque pays, en indiquant à la fois les questions de sécurité, qui sont évidemment extrêmement importantes, surtout de nos jours, mais aussi toutes les données qui permettent de savoir tout dont on a besoin pour aller s'installer dans tel ou tel pays. Dans l'Union européenne, c'est évidemment plus simple que hors de l'Union européenne, mais tout est indiqué. Donc il faut vérifier ça c'est le plus important. Et puis ensuite, se renseigner sur le pays. Et se renseigner sur le pays, ça veut dire y aller d'abord. Et y aller pour faire un peu une exploration. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut y aller un peu dans toutes circonstances. Je vais prendre un exemple que je connais parce que j'ai été en poste dans ce pays. Quand on va s'expatrier au Canada, dans certaines parties du Canada, en hiver, il fait froid. Il fait froid longtemps et il neige beaucoup. Donc, pour savoir si vraiment on va aimer habiter dans un pays où il fait moins 35 pendant 4 mois de l'année, il faut y aller en hiver. C'est tout bête, mais ça permet de préparer sa vie aussi sur place. Ça, c'est le matériel, le quotidien, mais c'est extrêmement important pour que le rêve, justement, ne se transforme pas en cauchemar. On voit des gens qui nous disent mais moi je quitte le pays, je quitte le Canada parce qu'il fait trop froid. Évidemment, mais on sait qu'il fait froid quand on va au Canada. Donc ça, c'est l'aspect très pratique. Et ensuite, il faut voir en fait les différentes données. Donc se renseigner sur ce qu'on va faire sur place, en termes de fiscalité par exemple, si on est un entrepreneur, comment ça va se passer, si on est un retraité, comment est-ce que sa retraite va pouvoir être prise en charge, il y a des accords en termes de sécurité sociale. Et si on déclinerait un petit peu, voilà, on commence par les jeunes ou les retraités, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui partent. Absolument, en fonction des pays, en fait, il y a des pays qui sont très accueillants pour les retraités français, qui s'y trouvent très bien, donc il faut voir quelles sont les conventions qui peuvent exister entre ce pays et la France, comment est-ce que sa retraite va être versée. Il faut pouvoir donner, quand on est à l'étranger, un certificat d'existence à son organisme de retraite pour pouvoir continuer à percevoir sa pension de retraite. Il faut voir aussi quels sont les soins médicaux, donc il faut s'assurer que nous avons des accords de sécurité sociale avec certains pays. Dans d'autres pays, il faut prendre des mutuelles. En termes de santé aussi, ça vaut pour les retraités, mais ça vaut pour tout le monde. Il faut prendre une assurance rapatriement. Ça, c'est extrêmement important. C'est écrit sur la 4e de couverture du passeport. L'État ne rapatrie pas les Français, sauf dans de très rares exceptions. Mais donc, il faut prévoir ces aspects si on est retraité en matière de santé pour tout le monde. Ça, c'est pour le cas où on est retraité. Si on est retraité, donc il faut aussi s'informer sur le quotidien et la vie dans ce pays à travers tous les réseaux sociaux. Et il faut enquêter sur le pays et bien sûr y aller, comme vous l'avez dit. Si on est travailleur, si on est envoyé par son entreprise française, j'imagine que c'est différent que si on part être embauché par une autre entreprise. Exactement. Alors, si on est envoyé par son entreprise, il faut d'abord se renseigner auprès de sa propre entreprise. Et puis, ça dépend le statut qu'on a. Si on a un statut d'expatrié ou un statut de contrat local. Si on est envoyé par son entreprise, en termes de fiscalité, on l'a un tout petit peu abordé, il y a une direction des impôts des non-résidents qui traite en fait les impôts de tous les Français qui sont expatriés à l'étranger, quel que soit leur statut en l'occurrence, mais il faut vérifier comment ça fonctionne avec l'entreprise qui vous envoie. Ça, c'est un premier point. Ensuite, tous les sujets de sécurité sociale sont évidemment des sujets qui sont très importants. Par rapport à l'activité également, certaines entreprises prennent en charge les coûts de scolarité. Nous avons la chance d'avoir le plus grand réseau scolaire à l'étranger, le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et nous avons également 2 autres institutions qui permettent aux enfants français d'entrer dans des écoles
l'école française. Ces études à l'étranger, elles ont un prix au niveau même de l'école et du lycée. Et donc, il faut se renseigner pour savoir si c'est pris en charge, si on souhaite mettre ses enfants dans le système français. Il y a également des bourses scolaires, ça c'est nous qui pouvons les fournir. Mais sinon, il faut voir si on veut mettre ses enfants dans le système scolaire local. Et ça aussi, il faut s'informer. C'est très bien indiqué généralement sur les sites de nos consulats et de nos ambassades. Donc là, il faut encore une fois se renseigner avant. Vous parliez de scolarité d'enfants, s'expatrier en famille, c'est encore un autre défi, j'imagine. C'est un autre défi parce qu'il faut réfléchir à l'activité que vont avoir les membres de la famille. On a parlé des enfants avec l'école, ou les prises en charge préscolaires qui peuvent varier vraiment selon les pays. Elles peuvent exister ou pas. Donc il faut savoir si on trouvera des personnes pour s'occuper de ces enfants si le couple travaille. Ensuite, si un des deux conjoints est envoyé par une entreprise, qu'est-ce que va faire l'autre conjoint? Est-ce qu'il souhaite travailler? Est-ce qu'il peut travailler? Dans quelles conditions il peut travailler? Ça, c'est pareil, ce sont des informations qui existent. Dans des pays, ça peut être difficile? Ça peut être difficile dans certains pays de trouver un emploi. D'abord parce que dans certains pays, travailler quand on est étranger, c'est compliqué. Il faut avoir un certain type de visa. Et ensuite, ce visa n'est pas nécessairement accordé de façon simple. Ça peut dépendre du type d'emploi qu'on recherche. Et puis, dans certains pays, il y a des emplois où très clairement, on ne voudra pas prendre d'étrangers. Donc ça, il faut le savoir pour éviter aussi les déconvenus. Et alors, si on est un jeune, un étudiant, et là aussi, c'est pas partir faire des études tout simplement. Il faut préparer son départ pour faire ses études. Oui, il faut préparer. Il faut regarder avec, si on est dans une université en France, il faut regarder avec la structure dont on vient, comment se passe l'échange, par exemple, ou le semestre à l'étranger ou plus. Il faut voir, donc d'abord, j'y reviens, mais c'est très important, la question du visa. Quand elle ne se pose pas dans l'Union européenne, mais elle se pose partout ailleurs. Ça, c'est quand on veut faire des études. Il y a des programmes très intéressants dont vous parlerez, je crois, un peu plus tard, qui sont les programmes vacances-travail, qui permettent aux jeunes d'avoir un visa qui leur permet d'étudier, de travailler ou de faire toute autre chose. Et donc ça, évidemment, ce sont des perspectives qui sont très intéressantes pour les jeunes. Les jeunes doivent aussi se renseigner pour être à jour de leurs documents d'identité. C'est important. Il faut, avant de partir, s'assurer qu'on a un passeport. Quand on part hors de l'Union européenne, ça paraît bête, mais ça arrive qu'on se retrouve avec des gens qui se rendent compte la veille de leur départ, mais qui n'ont pas de passeport. C'est un peu embêtant quand on sait qu'en France, il faut 5 mois aujourd'hui pour faire un passeport. Donc ça, voilà, c'est important d'avoir cette préparation. Et puis, quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Est-ce qu'on veut revenir en France? Est-ce que notre diplôme va être reconnu? Ou est-ce qu'on veut rester à l'étranger? Quelles sont les possibilités pour rester à l'étranger une fois qu'on a fait ses études? Alors, à vous écouter, on est dans la partie préparation, etc. Il y a plein de démarches administrative à faire, mais il y a aussi la démarche dite d'installation. Un expatrié doit savoir où il va loger définitivement pendant 1 mois ou 6 mois avant de partir, ou il peut partir, certains partent encore la fleur au fusil, je vais dans un hôtel et je trouverai un système. Ça dépend un peu des pays, en fait. Évidemment, il faut se renseigner. Encore une fois, alors il y a plein de façons de se renseigner aujourd'hui. Nos ambassades et nos consulats font des informations intéressantes. Il faut se renseigner sur, effectivement, le marché du logement, savoir ce qu'on a envie aussi d'avoir comme logement. Si on ne connaît pas du tout la ville, ça peut être intéressant de séjourner temporairement quelque part pour prendre connaissance avec les lieux, surtout si on est en famille. Qu'est-ce qui sera privilégié? Est-ce que ce sera l'emploi du ou de la chef de famille, ou est-ce que ce sera l'école des enfants, par exemple? Il faut se renseigner sur le déménagement, sur les conditions douanières. Comment on fait? Il y a des pays où on ne peut pas emporter un certain nombre de denrées, par exemple l'alcool. On ne peut pas avoir d'alcool dans son déménagement. Si on a des animaux, mais il faut se renseigner sur les conditions pour emmener ces animaux avec soi. Parfois, il faut des délais de vaccins. Donc ça, c'est des délais de quarantaine dans certains pays, absolument. Donc voilà, il faut regarder tout cela avant pour être vraiment prêt le jour où, ça y est, le rêve devient réalité, on part. Alors, le rêve devient réalité. J'ai acheté mon billet d'avion. Je sais où je vais loger au moins pendant 3-4 mois. Tout est prêt, là où je vais travailler. Mais une fois sur place, quelles sont les démarches à faire pour que mon séjour ne vire pas au cauchemar? J'imagine que c'est le consulat.
Alors, c'est pas que le consulat, parce que l'important, c'est qu'en fait, l'expatriation, c'est un choix personnel. Ça veut dire qu'il faut assumer ce choix. Et donc, il faut prendre ses responsabilités. La première responsabilité, c'est de se renseigner et de contacter les autorités locales en fonction, encore une fois, des pays. C'est beaucoup plus simple dans l'Union européenne. C'est un des avantages de l'Union européenne, la mobilité. Pour savoir quels sont les besoins. Est-ce qu'on a besoin d'une carte de séjour? Comment est-ce qu'on fait pour avoir éventuellement des attestations de sécurité sociale, des attestations de domicile? Un peu ce qu'on fait en France quand on déménage, mais multiplié quand même avec le facteur étranger, c'est différent. Donc il faut être ouvert aussi, parce qu'encore une fois, on est à l'étranger, on n'est pas en France, je le répète, mais c'est important, donc, parce que les choses peuvent prendre plus de temps, c'est pas la même chose, c'est pas parce qu'on est français qu'on sait comment ça se passe, même dans des pays qui peuvent paraître très simples. Donc c'est la première chose, c'est vraiment voir avec les autorités locales, en fonction des renseignements qu'on a pris, comment est-ce qu'on s'installe aux différents niveaux. Encore une fois, le plus important, c'est le titre de séjour. Donc, mais il y a également les permis de conduire. Donc, on s'est renseigné avant pour savoir si il faut échanger son permis de conduire. Est-ce qu'on peut utiliser son permis de conduire Par français? exemple, pour un permis de conduire, c'est une démarche qui peut se faire de France ou c'est une fois sur place? Alors, en fait, ça dépend des pays. C'est toujours pareil. Dans certains pays, on peut échanger une fois sur place son permis de conduire français. Dans certains pays, on peut conduire avec son permis de conduire français pendant un certain temps. Donc en fait, il faut vraiment, c'est toujours pareil, je me répète un peu, mais le renseignement avant, c'est plus important. Mais c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux dans les services de la direction des Français à l'étranger et dans nos consulats. Et dans les consulats. En fait, il y a beaucoup de choses, parce qu'une fois qu'on a rencontré et qu'on s'est mis en règle avec les autorités locales, et ça c'est très important, qu'on a inscrit ses enfants à l'école française ou une autre école, généralement ça on l'a fait avant de partir, eh bien effectivement nos consulats sont la porte d'entrée. Ils sont la porte d'entrée en matière d'information, et puis ils sont la porte d'entrée aussi pour un certain nombre de formalités. Alors, normalement, quand on part à l'étranger, on a déjà son passeport, mais évidemment, on fait ses titres d'identité quand on est à l'étranger auprès du consulat ou de l'ambassade, de la section consulaire de l'ambassade. On fait également, on peut faire des demandes, j'en ai parlé, de bourses scolaires. Donc, sous condition de revenus, les enfants français qui étudient dans des établissements français peuvent être aidés, en fait, dans leurs études. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Il faut, pour cela, avoir des justificatifs de revenus. Et puis, nous donnons également un certain nombre d'autres allocations pour des enfants handicapés, pour des personnes handicapées. Donc ça, c'est le consulat qui fournit cela dans son activité, je dirais, administrative classique. Ça, c'est évidemment important. Et puis, le consulat, c'est l'accompagnement du français à toutes les étapes de sa vie. C'est l'état civil. Nous avons à Nantes le plus grand service d'état civil de France, le service central d'état civil, qui a à l'étranger les collaborateurs qui enregistrent des naissances, des mariages, des décès. Nos ambassadeurs et nos consuls généraux peuvent célébrer des mariages dans certains pays. Donc ça, c'est le suivi de toute la vie. Et ça, c'est évidemment indiqué sur nos sites. Donc ça, c'est pour l'action du quotidien, je dirais. Alors, on parlait de partir à l'étranger pour travailler. Il y a une question de Richard qui concerne le travail. Bonjour, faut-il une promesse d'embauche avant le visa ou d'abord faire le visa puis ensuite chercher un emploi ? Alors, ça dépend des pays, en fait. Il y a certains pays qui n'acceptent les étrangers qu'avec non seulement une promesse d'embauche, mais parfois même une sorte de sponsorship, entre guillemets, qui, sinon, n'accepteront pas les étrangers et la personne n'aura pas de visa, et notamment n'aura pas de visa de travail. Donc ça, il faut vraiment se renseigner à la fois sur le site de nos ambassades et nos consulats, mais aussi sur le site du consulat du pays dans lequel on souhaite partir. Il n'y a pas de réponse globale, en fait, là-dessus. Non. Cher Richard, il fallait nous indiquer peut-être un pays, mais je ne sais pas si vous avez réponse sur tous les pays. Non, je ne crois pas. En tout cas, quand on est français, qu'on arrive dans un pays pour s'installer, il faut s'inscrire à un registre. Alors, il ne faut pas s'inscrire. En fait, on recommande fortement, puisque c'est une inscription qui est volontaire, de s'inscrire au registre des personnes établies hors de France. Cette inscription, elle peut se faire même avant de partir, si on a son adresse déjà. Elle prend 5 minutes, elle se fait en ligne sur le site servicepublic.fr, qu'on peut trouver sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et elle permet en fait d'indiquer que
qu'on est présent. Alors, il y a plusieurs conséquences. D'abord, pour un certain type d'allocation dont j'ai parlé, c'est nécessaire d'être inscrit au registre des Français. Ensuite, dans les situations de crise, elle permet, et ça c'est extrêmement important, et on l'a vu récemment dans un nombre de cas malheureusement trop important, que ce soit une crise politique, une crise climatique, un accident, un tsunami, un accident industriel, le consulat va pouvoir joindre toutes les personnes inscrites pour leur donner des instructions, pour leur permettre de se mettre à l'abri ou d'être tout simplement répertoriés. Le dernier exemple, c'est l'Ukraine. Et donc, voilà, c'est bénévole, c'est volontaire. C'est pas obligatoire, mais il faut le faire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un pays. Et puis, il y a un dernier point qui est très important et qui est extrêmement d'actualité, c'est que si on est inscrit au registre, on peut voter à l'étranger. Et ça fait partie des grandes activités de la direction des Français de l'étranger, de l'activité diplomatique, c'est organiser l'élection des Français à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de Français à l'étranger. Alors, il y a 1,6 million de Français inscrits à l'étranger, là, au 1er janvier 2021. Ces Français... la majorité d'entre eux vont pouvoir voter. On pense que sur 1,6 million inscrits, ça veut dire qu'il y en a à peu près 2,5 millions à l'étranger. Parce que les gens ne s'inscrivent pas nécessairement, ça dépend. Certains n'ont pas envie de le faire, certains sont très déjà bien installés dans leur pays, ne voient pas l'importance de le faire. Mais effectivement, la population française à l'étranger, elle est très importante, ce qui explique aussi l'importance de la direction que j'ai l'honneur de piloter et puis de notre réseau à l'étranger. Il faut répondre à ces demandes de Français à l'étranger. Ça, ce sont les Français qui résident à l'étranger. Mais on a aussi tous ceux qui voyagent, et tous ceux qu'on appelle les Français de passage, et qui sont évidemment aussi des usagers de nos services publics consulaires. Parce que ces Français ont aussi leurs députés. Après, il n'y a pas que les présidentielles. Exactement. Les Français à l'étranger, alors ils ont plusieurs types de représentants, en fait. Ils ont des députés qu'ils éliront directement aux élections législatives avec, normalement, pour la première fois aussi, un mode de scrutin par Internet, ce qui est tout à fait pionnier. C'est le seul scrutin politique en France où on peut utiliser le vote par Internet. Et puis, ils ont des sénateurs, où là, l'élection n'est pas une élection directe. Et puis, ils ont également des conseillers des Français de l'étranger. Il y en a 442 dans tout le territoire mondial qui les représentent en proximité auprès de leur consulat et de leur ambassade. Et qui sont, ces conseillers, en contact avec la direction? Ils sont en contact avec les postes consulaires pour justement pouvoir relayer les demandes, les besoins de la communauté française. Les élections, c'est vraiment un moment extrêmement important avec 1,4 million de Français qui sont inscrits sur la liste électorale consulaire. C'est en fait le plus gros bureau de vote de France que nos consulats vont diriger. Donc, à vous entendre, quand on s'expatrie, il faut vraiment s'inscrire au registre et puis être tout de suite en contact avec le consulat de France le plus proche, parce qu'il n'y a pas un consulat dans chaque ville. Comment on s'organise? Alors, d'abord, on regarde où se situe son consulat. Nous n'avons pas que des consulats, nous avons également des consuls honoraires, qui sont des personnes bénévoles, qui sont françaises, étrangères du pays ou étrangères d'un autre pays, et qui représentent la France, et qui sont là pour aider aussi nos communautés dans des villes où nous n'avons pas de consulats généraux. Nous avons un des plus grands réseaux de consulaires de France. Nous avons 206 consulats dans le monde, mais c'est pas, évidemment, ça ne couvre pas l'ensemble des territoires. Donc il faut effectivement se mettre en contact, mais il y a aussi d'autres contacts qu'il faut prendre, qu'on peut prendre. Il y a des associations. Quand on arrive dans un pays, il y a une association généralement dans sa ville qui est l'accueil. Donc c'est l'accueil français de, je ne sais pas, Bruxelles, Budapest, New York, San Francisco, Brasilia, que sais-je, et qui en fait offre des activités, mais surtout offre en fait des liens et des moyens de connaissance. Il y a aussi beaucoup de forums. Les Français aiment bien se rassembler, donc il y a des forums qui sont disponibles et il y a parfois même des associations régionales. On a des Alsaciens dans différents pays, on a les Auvergnats évidemment, les Bretons, les Corses. Donc on peut, en fonction des villes évidemment, de la taille des villes, pouvoir se retrouver par affinité et c'est important, en fonction aussi de la difficulté du pays, de se retrouver parfois entre Français ou même sans se retrouver, de bénéficier des conseils de ceux qui sont passés par là. Voilà, pour
s'imprégner des usages, de la culture des pays. Ça, c'est très important et c'est parfois oublié aujourd'hui. Alors, les usages, la culture, c'est important à différents niveaux. D'abord, au niveau des règles. Je prends un exemple, les règles de circulation automobile. Dans certains pays, c'est la tolérance zéro pour l'alcool. C'est-à-dire que c'est pas comme en France. Encore une fois, l'étranger, c'est pas la France. Donc ça, c'est la vie quotidienne, c'est la vie courante. Il y a de certains pays où il est interdit de vapoter, par exemple. Donc ça, c'est important de le savoir parce que contrevenir à ces règles peut entraîner évidemment des situations extrêmement difficiles, délicates pour nos compatriotes. Et donc, il vaut mieux être prévenu. Et après, les us et coutumes, oui, c'est important parce que, eh bien, encore une fois, les personnes ne travaillent pas, ne vivent pas, ne mangent pas non plus de la même façon. Et donc, c'est important de pouvoir comprendre, de pouvoir aussi s'adapter parce que si on part à l'étranger, il faut savoir, il faut vouloir s'adapter. Si on vient juste pour copier ce qu'on faisait en France, comme on vivait, généralement, ça ne fonctionne pas. Juste dans un cadre différent, ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'ai bien compris, il faut se rapprocher des consulats et qui peuvent faire énormément de choses, etc. Mais pas tout. Qu'est-ce que le consulat ne fait pas? Alors pas tout. Et là, on en vient à la responsabilité personnelle. Le consulat, comme vous avez dit, comme je l'ai dit, il fait beaucoup de choses. Il y a un autre aspect. C'est un petit peu le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice. En fait, c'est le gouvernement. Le consulat et l'ambassade, c'est l'ensemble du gouvernement. C'est l'ensemble, alors en termes de services publics consulaires, c'est l'ensemble de ces services. Et puis, il y a un service public qui est en fait le principal, c'est le plus important, c'est ce qu'on appelle la protection consulaire. C'est aider nos Français qui sont dans des situations difficiles. Ça peut être une situation personnelle, ça peut être un décès, ça peut être un décès d'une personne qui est de passage ou pas. Ça peut être un emprisonnement, ça peut être un enlèvement d'enfants. On se retrouve à l'étranger et puis le couple se sépare et il y a des histoires qui sont extrêmement complexes. Donc ça, le consulat est là pour aider, pour accompagner, mais il y a plein de choses que le consulat ne va pas faire. Nos agents consulaires ne sont pas des avocats, ce ne sont pas non plus des psychologues, ce ne sont pas des assureurs, ce ne sont pas des loueurs de voitures, ce ne sont pas des médiateurs familiaux. Pour tout ça, il y a des professionnels. Il y a en fait un certain nombre de démarches qui relèvent de la responsabilité de nos compatriotes. Nous pouvons au consulat donner des conseils. Mais en aucun cas, nous n'allons nous substituer à, par exemple, un avocat, parce que nos collègues ne sont pas, justement, des spécialistes, ce ne sont pas des avocats. Et c'est très important que le Français puisse, en prenant en charge lui-même ces différents métiers, enfin les personnes auxquelles il s'adresse, puisse avoir les personnes qui vont l'aider le plus. Et puis, il y a tout un tas de choses. Alors, ça peut être un peu anecdotique, mais on le vit au quotidien quand on est à l'étranger. Le consulat n'est pas une banque. Il ne prête pas d'argent, même si on s'est fait voler son porte-monnaie. Il n'est pas non plus un loueur de voiture, ni une agence de voyage qui va réserver un hôtel ou un billet d'avion. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. De la même façon qu'on ne va pas demander ça à une mairie ou à une préfecture. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger avec un consulat que le consulat va vous prendre en charge. On se prend en charge individuellement et le consulat, évidemment, ou l'ambassade, apporte un soutien. Voilà, apporte un soutien. Il faut quand même, si on a, je ne sais pas, été agressé, qu'on a perdu ses papiers volés, il faut aller quand même au consulat pour refaire ses papiers. Alors voilà, avant d'aller au consulat, si on s'est fait voler ses papiers, il faut aller porter plainte aux autorités locales. Ce n'est pas le consulat qui va porter plainte pour vous. Et ensuite, effectivement, il faut prendre rendez-vous au consulat. C'est une activité majeure de l'émission des titres d'identité et de voyage, donc la carte nationale d'identité et le passeport. C'est une activité du consulat qui le fait dans l'urgence, quand l'urgence est avérée, et sinon de façon classique, en fait, comme une mairie ou une préfecture. Alors, on va parler du pays de Richard, qui nous avait déjà posé une question. Mais là, on a parlé de situation dite idéale, tout se passe bien. Là, on a commencé à parler d'un petit vol de papier. C'est toujours un cauchemar quand on se fait voler ses papiers, même en France. Mais dans des situations plus difficiles, alors j'imagine pour les Français en Ukraine, actuellement, c'est très difficile. Ça a été mais est-ce que les consulats ont un rôle? Il y a une protection consulaire qui existe? Comment ça se passe? Expliquez-nous ce que le consulat ou la direction des Français à l'étranger
peut aider les Français en situation difficile? Il y a deux types de situations difficiles. Il y a les situations difficiles individuelles, et typiquement un Français qui se fait arrêter. Et donc là, la protection consulaire, en fait, qui est définie par des règles internationales, c'est la Convention de Vienne, elle permet à tout Français, à tout étranger qui se fait arrêter dans un pays d'avoir accès à son consulat, s'il le souhaite. C'est uniquement si la personne le souhaite. Parfois, pour des tas de raisons, les gens ne le souhaitent pas. Donc le consulat est informé et immédiatement, il prend contact en fait avec la personne pour savoir comment elle est traitée. La protection consulaire, c'est pas faire sortir la personne de prison, c'est s'assurer que si elle est détenue, elle a accès à une défense, donc elle peut choisir son avocat, elle peut discuter avec son avocat ou son conseil en fonction des pays. Elle est traitée dans la prison de façon correcte en fonction des normes locales. C'est pas projeter les normes d'une prison française ou d'un centre de détention français, mais c'est comment ça se passe localement. Il faut que la personne puisse avoir accès à ses médicaments, si elle a un traitement médical, et qu'évidemment, son procès lui permette, le cas échéant, lui permette d'exprimer les droits de la défense. Donc ça, c'est vraiment les règles qui régissent l'activité des consulats. Nos agents rendent visite à nos détenus pour leur assurer un lien. Ils sont évidemment aussi en contact avec les familles. Et ça, nous, à Paris, nous sommes en contact avec les familles, avec les avocats pour donner des nouvelles. Mais en aucun cas, nous n'élaborons évidemment la défense. Nous ne sommes pas non plus présents, sauf très rares exceptions, lors des procès. Ça, ce n'est pas le rôle du consulat. Mais on est auprès de la personne en difficulté. Et très clairement, la détention, c'est sans doute, évidemment, c'est la privation de liberté. Donc, c'est le cas le plus compliqué. Ça, c'est les crises individuelles. Et puis, il y a les crises collectives. Exemple de l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Et c'est l'importance aussi d'être inscrit au registre, en fait. En Ukraine, avant la crise, il y avait 450 Français inscrits au registre. En fait, il y avait plus de 1500 Français en Ukraine qui se sont inscrits et qu'on a répertoriés. Nous avons au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères un centre de crise et de soutien qui, lui, est chargé de ces crises collectives. Et donc, un contact a été pris avec chaque Français. Là, aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de Français en Ukraine, essentiellement soit des gens qui ne peuvent pas quitter les lieux, soit qui ne le souhaitent pas. Mais nous avons pris contact avec eux pour les aider et de façon extrêmement précise et très concrète, les aider à sortir du pays. Voire des Français qui travaillent pour des ONG qui... Exactement. Et ça, en fait, c'est le cas dans les différents pays. Quand il y a une crise, les fiches conseils aux voyageurs, dont nous avons parlé tout à l'heure, elles sont immédiatement actualisées. Et puis, il y a, et c'est l'importance d'être inscrit au registre, il y a des consignes qui sont données, qui peuvent être des consignes de quitter le pays, des consignes de ne pas quitter le pays, de se rassembler dans certains lieux. Donc tout ça est très organisé en fait, mais il faut avoir le contact des gens. Et par exemple, on peut anticiper des situations de crise quelque peu. J'imagine que le site diplomatie.gouv.fr donne des informations sur les pays à éviter ou les points d'attention qu'il faut avoir sur certaines destinations. Exactement. Ça, c'est le site Conseil aux voyageurs hein, et les fiches sont mises à jour chaque fois qu'il y a besoin, donc ça peut être quotidiennement. Et dans ces fiches, en fait, les pays sont classés, et ça c'est le cas de tous nos partenaires, avec des couleurs. Et parfois, dans certains pays, il y a des zones qui sont rouges, oranges ou vertes, où nous recommandons, où nous déconseillons plutôt d'aller. Alors évidemment, c'est toujours un choix personnel. Il y a toujours des Français qui décident d'aller quand même dans des zones rouges ou dans des zones oranges. Mais tout ça est bien cartographié. Et il y a la cartographie des risques politiques, mais aussi dans ces fiches conseils aux voyageurs, des conseils très pratiques, par exemple sur la consommation de drogue, sur la consommation d'alcool au volant. Donc il y a cette combinaison de risques politiques et donc de prévention de ces risques auprès de nos compatriotes et puis de vie quotidienne. Quand on part aussi, alors il y a d'autres questions que j'étais en train de lire. Caroline, ne vous inquiétez pas, je vais la poser. Est-ce qu'il existe aussi des situations particulières aujourd'hui, parce qu'il y a une crise mondiale qui a été la crise sanitaire, le Covid. Comment les Français à l'étranger l'ont vécu? Est-ce que ça a impacté les expatriations? Est-ce qu'il faut faire attention à ça encore dans certains pays aujourd'hui? Alors, absolument. Alors, il y a deux questions. Il y a comment les Français l'ont vécu et ce que nous, on peut faire. Comment les Français l'ont vécu, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui, effectivement, ont été très touchés par la crise. Alors, sur les aspects sanitaires, j'y reviendrai, mais aussi sur les aspects économiques. On a, dans certains pays, beaucoup de nos compatriotes qui étaient engagés dans
dans le tourisme ou dans l'événementiel et qui évidemment ont vu leur activité soit complètement diminuer, soit cesser. Nous avons, et nous sommes le seul pays au monde à l'avoir fait, en miroir de ce qui s'est fait en France, fourni, et ça c'est ma direction qui l'a fait, et donc ça a été distribué par nos consulats, fourni des aides. Une aide spéciale Covid aux Français qui ont été impactés par des baisses de revenus en raison de la crise. Donc ça, c'est un aspect social. Nous avons également mis en place un plan sanitaire qui a permis d'envoyer dans certains pays, ça c'était au début de la crise, des médicaments, de l'oxygène. Donc on a aidé les pays et puis on a envoyé aussi à nos ambassades. Et puis, je dirais, entre guillemets, un peu en deuxième rideau, nous avons également mis en place des vaccinations pour nos communautés françaises, en envoyant, et ça c'est différent de ce que nous avons fait en matière de solidarité et de coopération internationale, avec ce qui a été fait avec le système COVAX. Là, nous avons envoyé dans un certain nombre de nos postes des vaccins avec une société partenaire. Les vaccins reconnus en France. Reconnus par en fait l'Union européenne, par l'Agence européenne du médicament, et qui ont permis à nos compatriotes, toujours sur un principe de subsidiarité, qui ne pouvaient pas se faire vacciner avec ces vaccins dans leur pays, eh bien, de bénéficier d'une vaccination. Ça aussi, c'est une opération de très grande ampleur qui a été menée. Donc, on a eu ces deux aspects, en fait. Les Français, est-ce qu'ils sont partis? Oui, dans un certain nombre de pays, nos communautés françaises sont parties. Pas dans tous, en fait. C'est assez variable. Et là, on voit un renouveau, en fait. Les gens qui se disent, bon, maintenant, il faut... On peut passer à autre chose. Voilà, on peut passer à autre chose, on veut passer à autre chose. Mais néanmoins, parfois, il y a des endroits encore, il y a 1-2 mois, rentrer, aller à Hong Kong, c'est extrêmement difficile. C'est pas il y a 1 ou 2 mois, c'est aujourd'hui encore. Il y a des endroits qui sont très confinés. Bon, le pays le plus compliqué aujourd'hui reste la Chine. Et puis, il y a aussi les questions de vaccination. Donc, en France, il n'y a plus de passe sanitaire, mais dans certains pays, ça existe encore. Donc, il faut se renseigner avant de partir. Est-ce qu'il faut être vacciné? Combien? Quel schéma vaccinal? Est-ce qu'il y a des quatorzaines ou des quarantaines? Voilà, donc ça, c'est toujours en fait présent. Alors profitez-en, posez vos questions. Il reste encore quelques minutes. Le chat continuera après l'heure que nous aurons passée ensemble. Il y a une question de Caroline. Chère Caroline, je la pose. Bonjour, conseillerez-vous un court séjour de 2-3 semaines, voire plus, avant de se décider? Oui, absolument. En fonction du pays, en fonction des moyens, la durée peut varier. Oui, je conseille absolument un court séjour qui permet, et qui doit être préparé aussi, c'est-à-dire qui doit permettre de voir. J'ai parlé des conditions climatiques, ça peut faire sourire, mais c'est pas anodin dans certains pays. Voir aussi les conditions de séjour, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut habiter. Est-ce que vraiment on a envie d'habiter soit dans cette très très grande ville, soit dans ce lieu un peu perdu, plus au milieu de la nature, loin de tout. Donc oui, absolument. Je pense qu'il faut. Et puis il faut se renseigner aussi en fonction de son activité professionnelle si on veut en exercer une. C'est pas parce qu'on est un excellent, par exemple, boulanger en France, que on va pouvoir ouvrir sa boulangerie en arrivant dans le pays où on veut s'installer. Donc oui, le plus de temps on peut passer, le mieux c'est. On parlait boulangerie, donc création d'entreprise, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est... là aussi, vous pouvez accompagner des Français qui ont des projets de création d'entreprise Alors, la façon dont on les accompagne, en fait, au consulat, on n'a pas de moyens, notamment pas de moyens financiers. En revanche, il y a tout un réseau. Nous avons des services économiques. Il y a Business France, qui donc est là pour à la fois promouvoir l'attractivité de la France à l'étranger, mais aussi aider nos entrepreneurs. Donc, ce que nous pouvons, c'est mettre en relation. Il y a les chambres de commerce qui sont là et qui font partie, en fait, de ces associations au sens large qui regroupent la communauté française et qui peuvent donner des conseils et permettre aux Français de se renseigner et d'être aidés sur place. Alors, revenons à la question de Richard. Richard qui se demandait s'il valait mieux avoir le visa avant ou après. C'est sa destination, c'est le Canada. D'accord. Que vous connaissez bien, je crois. Que je connais bien. Alors, en fait, déjà, ça dépend des provinces du Canada. Mais effectivement, pour partir au Canada, il vaut mieux avoir un contrat de travail. Ça dépend, en fait, du visa qu'on demande. Et ça, il faut vraiment se renseigner. Je crois que l'ambassade du Canada et la délégation du Québec interviendront un peu plus tard dans la journée. C'est là qu'il faut poser la question. Mais effectivement, c'est typiquement le type de pays où il est préférable. Alors, il y a des Français qui partent sans, mais il est préférable de partir avec un visa parce qu'ensuite, pour modifier le visa, ça reste compliqué.
Oui, Richard, c'est ce soir à 18 heures, il y a une conférence avec l'ambassade du Canada. Vous aurez la réponse exacte ce soir à 18 heures. Une question de Frédéric, on reparle élections. Comment je fais pour voter à l'étranger pour les prochaines élections ? Alors, pour les prochaines élections, il a fallu s'inscrire en fait sur la liste électorale consulaire avant début mars. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale consulaire, eh bien, vous ne pourrez pas voter à l'étranger. En revanche, vous pourrez faire une procuration si vous êtes inscrit sur une liste électorale française. Et pour voter pour les élections présidentielles, en fait, il y a deux moyens. Vous pouvez aller voter à l'urne dans le bureau de vote qui vous a été attribué. Nous en avons 990 dans le monde, donc c'est vraiment un très grand dispositif. Et puis, sinon, vous pouvez faire une procuration pour quelqu'un qui votera pour vous de la même façon qu'on le fait en France. Donc voilà, et le jour venu, donc c'est en fait les élections à l'étranger, elles se déroulent sur 2 jours, contrairement aux élections françaises. Elles commencent le samedi pour le continent américain et les Caraïbes, le dimanche pour tout le reste du monde, et ça pour les 2 tours. Et pour s'ils doivent voter, s'il est toujours inscrit en France, la procuration se fait sur Internet très facilement. Je viens de le faire. Une question, au niveau de ces informations, tout se fait en ligne. Vous avez des guides qu'on peut trouver Alors, on a des guides, juste pour revenir sur la procuration. Ouais. En fait, on initie la procédure en ligne. Après, il faut se rendre physiquement pour valider sa procuration. Et on recommande de le faire le plus tôt possible parce qu'une procuration, ensuite, elle est envoyée et il faut qu'elle arrive. Si elle n'arrive pas, on ne peut pas voter. Je ferme la parenthèse. Oui, nous avons des guides. Nous avons mis en place, en fait, une checklist de l'expatriation. Et nous avons mis un certain nombre de brochures, le guide du jeune expat. Nous avons mis ces informations aussi sur comment on fait pour revenir, parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Donc, on essaye de donner toutes les informations qui sont bien sûr en ligne, qui sont souvent disponibles aussi dans nos consulats, pour vous donner tous les outils pratiques en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut rien oublier, enfin qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc le guide du jeune expat, expatriation, partir et revenir, l'esprit tranquille. Il y a également une brochure Voyager à l'étranger qui a été mise en place. Là, c'est pour les situations délicates. Donc, en fait, tout est à disposition. Elles sont téléchargeables, j'imagine. Absolument. Tout est téléchargeable. Tout est sur le site France Diplomatie, sur les services pour les Français à l'étranger, que ce soit pour, encore une fois, les Français de passage. Quand on veut partir à l'étranger pour un voyage court, il y a un autre outil qui est fondamental, qui est Ariane. Ariane, suit évidemment le fil d'Ariane pour qu'on puisse vous retrouver. Et donc, ça, c'est pour les séjours courts. C'est très bref aussi. Ça permet de donner le lieu où on se rend et des coordonnées de personnes à joindre en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment aussi extrêmement important. Finalement, là, j'ai envie de vous poser une question très personnelle. Quel est le conseil que vous donnez à des personnes qui veulent partir là? Faites attention à quoi? Ou parlons du retour. Est-ce qu'il faut penser déjà à son retour quand on part? Il faut anticiper tout ça? Je pense que le conseil principal, c'est l'anticipation. Et c'est aussi se mettre dans la tête qu'on va vivre une expérience qui peut être formidable si on l'a préparée. Et il faut savoir, et effectivement, ça, on revient à l'anticipation, mais on ne peut pas toujours le savoir. Mais il faut avoir une idée. L'idée, elle pourra être contrariée éventuellement, elle pourra être modifiée. Il faut avoir une idée de ce qu'on a envie de faire. Je crois que c'est ça qui est très important. Et en se disant, alors c'est plus qu'un mot, hein, tout ça, mais en se disant, je vais changer de vie. Je vais changer de lieu et donc je vais m'adapter. Je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est avoir envie de faire connaissance de l'autre, que ce soit l'autre en termes de personne ou l'autre en termes de pays, de coutumes. Et donc, je vais moi aussi changer en allant à l'étranger, mais je me serai préparée. Se préparer. Et donc, finalement, à vous entendre, il ne faut pas partir parce qu'on a un ras-le-bol du pays ou de la situation dans laquelle on est. Il faut d'abord régler ses soucis en France pour pouvoir partir sereinement. C'est le conseil idéal, évidemment. C'est la situation qui sera la plus facile ensuite. Certains partent comme ça sur un coup de tête. Ça peut marcher. Ça dépend encore une fois des pays. Mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des pays qui recherchent le savoir-faire français ou les Français de manière générale? Et quel métier?
Alors en fait, ça c'est très varié. Nos Français, ils se situent de façon assez générale, d'abord dans l'Union européenne et puis aux États-Unis, au Canada, pour faire très court. C'est là où il y a les plus grandes populations françaises. Est-ce que les Français sont recherchés dans certains pays? Alors au Canada, par exemple, oui, ils le sont, mais parce qu'il y a un aspect aussi langue française et francophonie qui est fondamental, et notamment au Québec. Dans d'autres pays, en fait, ce sont plutôt des métiers qui sont recherchés. Et donc là, des Français qui sont dans telle ou telle discipline, et ça peut être très variable. La France, maintenant, a une expertise qui est quand même très reconnue en matière de tech, quelle que soit la tech d'ailleurs. Et on retrouve beaucoup de Français, par exemple, dans la Silicon Valley aux États-Unis. Donc ça casse un peu l'image de la France qui ne vit que sur son industrie du luxe, sa culture et sa boulangerie, par exemple. Donc le Français est reconnu en fonction des métiers comme ayant une vraie expertise. Ça dépend en fait vraiment des pays. Ça dépend des pays. Il y a quand même les Français, pour avoir été Français à l'étranger, on est souvent critiqué parce qu'on parle mal les langues étrangères. C'est un conseil que vous donnez également? Alors, c'est préférable, évidemment, quand on part à l'étranger, de parler au moins une langue étrangère. Alors, évidemment, il y a la lingua franca qui est l'anglais, mais en fonction des pays, évidemment, si on part dans un pays hispanophone, ce sera utile de connaître l'espagnol avant ou de l'apprendre. Après, il y a des pays où c'est plus compliqué d'apprendre la langue. Mais apprendre une langue, c'est toujours faire un pas vers une intégration. Donc, même si c'est compliqué, apprendre au moins des rudiments, ça permet toujours de se faire mieux accepter. Et puis de connaître aussi mieux le pays. Quand on parle la langue, on peut faire beaucoup plus de choses que quand on ne la parle pas. C'est pas toujours possible parce que parfois c'est compliqué. Parfois on fait pas l'investissement intellectuel parce qu'on sait qu'on va pas rester très longtemps. Mais c'est sûr que c'est un conseil utile. Et les fameuses associations françaises peuvent aider sur place de trouver des personnes qui donnent des cours pour... Absolument. Parfois, elles en donnent elles-mêmes, en fait. Oui. Elles organisent des cours de langue, que ce soit les accueils ou les différentes associations de Français. Il y a des professeurs aussi qui sont connus. Et puis, il y a aussi des universités qui donnent des cours de, je ne sais pas, espagnol, langue étrangère, même anglais ou n'importe quelle autre langue, oui, bien sûr. Ça, c'est important qu'on s'expatrie en famille, parce que peut-être le mari ou la femme travaille et le conjoint, il doit apprendre vite la langue pour Exactement. C'est préférable pour pas se retrouver isolé, en fait. C'est ça aussi, c'est un autre sujet. C'est comment éviter l'isolement quand on ne travaille pas et quand on se retrouve seul parce que soit on est juste en couple et son conjoint travaille et pas soi-même, ou parce que les enfants sont à l'école. Et eux, d'ailleurs, dans les écoles françaises, vont apprendre des rudiments de la langue du pays. Et donc, on va se retrouver un peu isolé. Une question de Paul. Y a-t-il un moyen de vous suivre au quotidien, suivre les actions du ministère et des consulats ? Alors oui, bien sûr, ce sont nos réseaux sociaux donc, vous avez, qui s'affichent. Donc nous avons un compte Twitter France Consulaire, nous avons une chaîne YouTube, nous avons un compte Facebook. Moi-même, j'ai également un compte Twitter en tant que directrice. Et puis, évidemment, le site France Diplomatie avec les services français à l'étranger. Et puis, tous nos consulats, dont l'immense majorité ont des comptes sur les réseaux sociaux, avec également LinkedIn aussi. Alors, je sais, parce que nous avons discuté avant la conférence, que vous avez fait des séjours à l'étranger. Tout s'est bien passé. Quelle est la petite chose que vous avez oubliée, qui vous a gâché peut-être un petit moment? Et quel conseil personnel, là, que vous allez donner? Non, moi, tout s'est bien passé. Alors, on est quand même bien placé au ministère des Affaires étrangères quand on est diplomate. Et enfin, c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte que tout se passe bien. Non, je pense que moi, tout s'est bien passé. J'ai eu la chance de ne pas avoir de difficultés. J'ai été aussi dans des hôpitaux à l'étranger et ça s'est bien passé aussi. Je veux dire, voilà, j'ai pas eu de problème particulier. Donc, j'ai pas de conseils liés à mes expériences d'expatriation. Mais encore une fois, c'est pareil. Même nous, diplomates, on prépare nos expatriations. Même quand on est dans un bain culturel qui fait que pour nous, c'est normal, on prépare sur la connaissance du pays, sur qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et puis, les règles, elles s'appliquent à tous. Et elles s'appliquent, je dirais, en premier aux fonctionnaires, c'est l'exemplarité. Donc, il faut connaître les règles du pays, il faut les appliquer comme tous les Français. Connaître les règles du pays, s'intégrer, mieux connaître la culture. Tout ça, on peut trouver toutes ces informations de toute façon sur les différents réseaux. S'il y avait un dernier conseil à donner pour ceux qui préparent leur expatriation
l'expatriation, là, maintenant, aujourd'hui. Bien sûr, éviter les pays où il y a des crises, bien se renseigner sur les questions du Covid, mais sur le marché de l'emploi, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des pays qui recrutent? On parlait de Canada, je sais que le Québec recrute pas mal en ce moment, mais... Le Québec recrute tout le temps, en fait, mais ça peut être compliqué. Moi, je n'aurais pas de tendance spécifique sur des pays qui recrutent. Il y a d'autres qui sont mieux placés que nous. Moi, je dirais, le conseil, c'est que si on en a envie, et si on sait se préparer, si on réfléchit avant, il faut le faire. Parce qu'une expatriation, c'est une chance incroyable. Encore une fois, si elle est bien préparée, ça peut rester juste un rêve et pas devenir un cauchemar. Il y a toujours des aléas de la vie, mais les aléas, ils peuvent arriver partout. Et c'est une chance pour toute la famille, si on part en famille, pour des enfants. C'est une chance personnelle parce qu'on découvre autre chose. Donc c'est un peu ça, en fait. Vivez le rêve en l'ayant préparé, ce serait un peu ça, je dirais. Vivez le rêve en l'ayant préparé, c'est un petit peu le mot de la fin. Alors, pour vous suivre, il y a France Consulaire sur Twitter, Facebook, YouTube. Merci beaucoup, Madame Hagenauer, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le chat continue pendant 20-30 minutes encore et que vous pouvez retrouver les équipes du ministère, de la directrice des Français à l'étranger dans l'espace salon du salon. Et puis, bien sûr, vous pourrez tout au long de l'année aller sur le site www.diplomatie.gouv.fr où il y a toutes les informations et tous les liens vers les sites utiles. Merci encore et on se retrouve bientôt pour une nouvelle conférence du Salon S'expatrier mode d'emploi 2022.